les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous voyageons avec deux jeunes Normandes à l'autre bout du monde. Bonjour Camille et Mélanie. Bonjour. Alors, vous êtes parties down under, comme on dit, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça l'expression. Parce que oui, nous sommes partis de France en début novembre. Et là, nous sommes actuellement en Nouvelle-Zélande, mais nous venons d'arriver. Mais juste avant, nous étions en Australie pendant environ 2 mois. Vous avez retrouvé de la famille et des amis, je crois, donc on va en parler. Avant, vous savez bien ma question fétiche, votre lien avec le territoire de chez nous, et aussi en expliquant un petit peu votre rencontre qui est liée au territoire, je crois. Oui, alors on est toutes les deux originaires de la baie du Mont-Saint-Michel. Moi, Camille, je viens de Dragey. Et moi, Mélanie, je viens de Saint-Auvin, donc un petit village à côté d'Avranches. Et on s'est rencontrées toutes les deux à Avranches au lycée. On était dans la même classe en seconde. Et aussi au lycée Littré ? Oui, c'est ça. On était toutes les deux dans la même classe en seconde. Et on s'est retrouvées également en terminale. Et ensuite, on est parties toutes les deux. On était les deux seules de notre classe à partir faire une classe préparatoire littéraire au lycée Millet de Cherbourg. Et c'est là qu'on était ensemble en internat et on est vraiment devenus très amis à ce moment-là. Et on a commencé nos études supérieures ensemble à Cherbourg et on les a finies ensemble à Paris aussi. Donc voilà notre lien en tout cas. Après, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a été colocataires pendant 3 ans. Donc on savait qu'on était habitués à vivre ensemble et je pense c'est un peu une des seules personnes que je voyais partir en van actuellement, mais même juste sac à dos toutes les deux à l'autre bout du monde pendant si longtemps. Il y a une confiance entre nous et on se connaît vraiment par cœur et je pense que c'est indispensable pour vivre aussi proche, avec autant de proximité, à l'autre bout du monde, comme ça. Vos études, alors vous avez commencé ensemble, après vous avez quand même choisi des chemins un peu différents d'études et c'est lié à votre voyage, donc j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu. Moi, après la prépa, j'ai changé de prépa, j'ai fait 2 prépas, j'ai fait Cherbourg avec Mélanie et ensuite j'ai été à Caen. Et ensuite, j'avais toujours moi des envies de voyage, de vivre, surtout à l'étranger, plus que voyager, vivre. Et donc je suis partie 1 an au Canada, à l'université d'Ottawa, pour étudier l'histoire canadienne. J'avais toujours déjà cette envie d'apprendre, de découvrir plein d'autres cultures. Et ensuite, je suis revenue en France un peu, puis je suis repartie, cette fois faire un master en Erasmus au Pays de Galles. Donc voilà, et après donc finir mes études à Paris. Donc j'avais déjà ces 2 expériences de vraiment vie à l'étranger. J'étais habituée à bouger, je savais que dès la fin de mes études, j'aimerais bien repartir, et notamment en Australie, c'était un de mes objectifs parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. Après mon année d'Erasmus au Pays de Galles, donc c'était un master d'histoire, je ne savais pas trop quoi faire avec ça, et c'est là que je me suis dit, mais moi ce que j'aime, c'est voyager, c'est surtout découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre une nouvelle langue. Je me suis dit, mais voilà, le domaine qui pourrait me correspondre, c'est le tourisme. Et c'est pour ça que j'ai cherché un master en lien, et j'ai trouvé un super master à la Sorbonne qui était en gestion et valorisation touristique du patrimoine. Donc, il y avait ce mélange tourisme et patrimoine qui m'allait bien. Un domaine qui est aussi lié au voyage, à la découverte des autres cultures, à la rencontre. Et donc pendant ce master tourisme, j'ai étudié plein de sortes de tourisme différents, que ce soit le tourisme naturel, patrimonial, industriel. Et moi, j'ai choisi de consacrer un mémoire sur le tourisme plutôt normand, parce que j'ai fait, donc mon sujet, c'était l'impact du tourisme sur la vie des habitants du village du Mont-Saint-Michel. Donc voilà, après avoir étudié l'histoire du Canada, du Pays de Galles, j'avais aussi un peu envie de me recentrer sur notre histoire locale. Et donc voilà, c'était très enrichissant, et ça m'a aussi donné envie d'explorer, d'aller comparer dans d'autres pays, de voir si c'était les mêmes façons de mettre en tourisme les lieux. Et vous, Mélanie, donc vous êtes partie, je crois, sur le journalisme ? Alors moi, ouais, j'ai un petit peu évolué depuis que j'ai commencé ma classe préparatoire. Donc j'ai commencé avec Camille
après le lycée. Moi, je suis restée 2 ans en Hippocagne et en Cagne au lycée Millet de Cherbourg. Et je ne savais pas trop encore vers quel domaine me tourner, potentiellement le journalisme. Mais je voulais faire Sciences Po. Ça, c'était vraiment l'objectif clair pendant ces 2 années de classe prépa. Et j'ai passé le concours de Sciences Po Bordeaux que j'ai eu. Pourquoi Sciences Po? Pourquoi c'était cet objectif? Alors, je trouve que le choix de Sciences Po Bordeaux, c'était tout d'abord un coup de cœur. Quand j'étais en première, après un salon de l'étudiant, j'ai flashé sur cette école parce qu'elle correspondait vraiment à tout ce que je recherchais. C'était vraiment pluridisciplinaire et ça pouvait concentrer vraiment toutes les matières qui m'intéressaient, surtout la politique et l'histoire. Et moi qui ne savais pas exactement ce que je voulais faire, les débouchés étant vraiment nombreux, et les possibilités vraiment presque infinies. C'était vraiment la meilleure école pour moi. Pourquoi la politique vous intéresse autant? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en désintéressent, donc c'est... Alors, la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment depuis, je dirais, le lycée. D'abord, je m'informais beaucoup, je suivais vraiment l'actualité. Et petit à petit, j'ai vraiment pu développer un intérêt particulier parce que je trouve que, essentiellement la politique locale, car je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous avez envie d'être acteur, actrice de la vie, de la cité, au sens étymologique, non? Oui, c'est ça. Dans un premier temps, ça m'intéressait surtout pour comprendre le monde qui nous entourait, les enjeux aussi, les problématiques. Et après, j'ai voulu m'engager un peu plus, donc notamment en allant à Sciences Po. Et pendant ces 3 années, car j'ai passé le concours pour rentrer directement en 3e année à l'IEP de Bordeaux, après les 2 ans de classe préparatoire. Et pendant ces 3 années, j'ai vraiment pu peaufiner mon projet professionnel qui se tournait de plus en plus vers la politique. Et surtout, moi, je me vois plus comme aider les personnalités politiques, plus faire de la collaboration d'élus. Je ne me vois pas être vraiment au premier plan, mais plus dans le conseil et dans la création d'idées. Pourquoi pas à l'échelle locale, ce que j'ai déjà fait pendant mon stage de fin d'études. Je pense que c'est là où on voit le plus rapidement l'impact de nos actes et c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement. Voilà. Donc finalement, vous avez évolué du journalisme à la politique. Exactement, c'est vraiment être quelque part témoin de notre temps et aussi, plus qu'être témoin et rapporter ce qui se passe, c'est aussi pouvoir vraiment s'engager et faire bouger les choses et se dire, voilà, là, j'ai pu apporter une petite pierre à mon édifice et pas seulement le raconter dans un journal, dans un média, voilà, mais vraiment m'engager et me dire, là, voilà, j'ai eu cette idée, j'ai aidé à la mettre en place et à un moment donné, j'ai pu aider des gens à changer les choses. Et donc pendant mes études à Sciences Po, c'est vraiment, je me suis vraiment tournée vers ce projet-là en faisant un master de communication publique et politique, ce qui me permettait d'encore avoir un peu le choix dans mon orientation entre la collaboration politique ou éventuellement le journalisme et pourquoi pas sportif, qui est aussi un de mes centres d'intérêt. Mais je pense que en priorité, je souhaite quand même travailler sur la collaboration politique et on verra pour le sport plus tard, qui reste quand même une passion pour moi. Bon, on va reparler du sport parce que je crois que vous avez vu des choses en Australie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous, justement, 2 jeunes avec un point de départ commun, comment vous avez évolué au fur et à mesure de vos études en découvrant les choses. Et donc, ça nous amène à votre voyage. On commence à comprendre que c'est pas seulement un voyage touristique de vacances, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est lié à votre futur professionnel, c'est ça? Mélanie, t'as pas trop dit les raisons, toi, qui t'ont poussé à avoir envie De voyager? Ouais. Ouais, alors. Oui, alors moi, ce voyage, c'était vraiment tout d'abord un moment de réflexion que je voulais m'imposer. Car à la fin de mes études, j'ai fait un stage en collaboration politique à l'échelle départementale. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans au sein de la direction de la communication de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc là, beaucoup plus administratif.
ce qui était mon objectif, car je voulais vraiment voir les deux côtés, le politique et l'administratif, car les deux travaillent ensemble. Donc je voulais vraiment tester les deux et me dire à la fin ma préférence. Je préfère plus le côté politique, stratégique, ou au contraire le côté administratif. Et maintenant que j'ai eu ces deux expériences-là, je voulais vraiment prendre le temps de prendre un peu de recul, de réfléchir à ce que vraiment je voulais faire. Et bon, je pense avoir ma petite idée maintenant. Mais voilà, c'était vraiment se dire, je prends vraiment du recul et je réfléchis vraiment à la direction que je souhaite prendre. Donc, il y avait cette part de réflexion et aussi des côtés beaucoup plus pratiques comme aussi maîtriser un peu mieux l'anglais, parce que moi, étant arrivée en 3e année à Sciences Po Bordeaux, l'année à l'étranger avait lieu qu'en 2e année. Et donc, je n'ai jamais pu faire d'année à l'étranger et je ne voulais vraiment pas que ce soit un regret pour toute ma vie. Donc, je pensais que c'était vraiment le bon moment pour moi de partir. Et comme Camille aussi voulait partir à ce moment-là, pour nous, c'était évident de partir ensemble avec des objectifs différents, mais finalement une volonté commune. Venons-en à votre voyage en Australie. Alors, vous avez fait un petit périple. Expliquez-nous les différentes villes, les différents lieux, et puis en insistant sur ce qui vous a surpris, étonné, les différences, peut-être les ressemblances aussi avec notre territoire. Alors, on est arrivé à Melbourne. On n'est pas resté très longtemps au début parce qu'on nous a emmené, la famille nous a emmenés en week-end sur la Great Ocean Road, qui est un endroit assez beau, qui ressemble un peu chez nous, avec des grandes falaises, la plage. Et d'ailleurs, on a été étonnés en arrivant parce qu'on s'imaginait l'été australien. Et en fait, il faisait assez froid parce que un peu un temps normand, hein, il faut le dire. Alors que nous, on était partis avec des shorts et des petites débardeurs et tout, parce que l'Australie, en tout cas le sud de l'Australie est pas loin de l'Antarctique. On peut même y voir des petits pingouins. Donc ça a été assez surprenant en arrivant. Mais après, on a eu un peu plus chaud parce qu'on a fait du coup un petit road trip de la côte est de l'Australie, qui est un peu la côte où la plupart des backpackers, des touristes vont. Parce que en fait, l'Australie, ça a beau être une grande île, un grand pays, presque toute la population et les villes sont sur la côte est. Et comme on n'avait pas de voiture, c'était plus simple de faire ainsi parce qu'il y avait des bus, on a pris des trains de nuit. Voilà, on a expérimenté avec nos gros sacs à dos la vie des backpackers. On est quand même beaucoup à faire ça. Donc, en même temps, il y avait un côté des paysans. Et en même temps, c'était assez rigolo de voir tous ces Français, Anglais, Allemands, tous avec les mêmes, sponsorisés par Decathlon, les mêmes gros sacs. Et on fait tous un peu les mêmes destinations, même si parfois il y a des petites bifurcation. Donc on a beaucoup aimé Sydney, qui a été une bonne surprise parce que moi c'était vraiment la grosse ville, les grosses tours, et on a trouvé que c'était une ville qui était assez charmante. C'est la plus ancienne ville d'Australie et on trouve que ça se ressent quand même si c'est très moderne, elle est voilà, les gratte-ciel, il y a comme la mer, et ça qui est agréable, venant toutes les deux de la baie du Mont-Saint-Michel, d'avoir des villes où il y a la mer aussi à côté. Et vous, Mélanie, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors pour moi, ce qui m'a frappée aussi, on en a beaucoup parlé avec Camille pendant le voyage, c'est l'histoire de l'Australie, parce que c'est vraiment complètement différent de l'histoire de France. Et on s'est beaucoup intéressé à cela. On a fait beaucoup de musées, on a lu beaucoup de témoignages sur la vie des aborigènes, sur les conflits, sur la colonisation. Et on a aussi visité le Parlement à Canberra. Et c'était très intéressant de voir comment justement ils arrivaient à allier les histoires donc aborigènes et essayer de créer cette culture commune en fait, mais c'est très compliqué. C'est ça qui m'a frappée et qui était très intéressant à voir, comment ils essaient de créer une identité australienne malgré ce passé. Et aussi assez féministe parce que c'est le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, et on le voyait bien au Parlement. Il y avait une exposition sur ça, ils insistaient sur la représentation des femmes. On a trouvé que c'était un pays qui était en tout cas de ce qu'on a vu, qui avait l'air assez ouvert, que ce soit, il y a vraiment beaucoup de minorités, beaucoup de migrations différentes, un mélange de culture, de religion également. Enfin, là, c'est plus anecdotique, mais par exemple, moi, je mange sans gluten. En France, ça reste malheureusement assez compliqué, surtout chez nous à la campagne. Et là-bas, c'est limite obligatoire. Tous les menus au restaurant indiquent les allergènes, il y a toujours des alternatives. Et ça, c'est ça qui a surpris dans
dans le bon sens, même si après, bon, c'est loin d'être un pays parfait. Oui. Voilà, il y a des choses moins belles comme partout. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais la condition des aborigènes est quand même problématique. Comment ils, Ah oui, oui. comment Nous, ils on n'a vivent pas. avec ils sont un peu à part, non, des autres habitants? Oui, bah nous, on n'a pas été dans le centre de l'Australie. La plupart des aborigènes habitent dans le centre, donc le désert. Et là, ils ont même des territoires où, par exemple, nous, on n'a pas le droit d'aller, à moins d'avoir été invité ou d'avoir réservé un hôtel qui dirige. Donc, il y a quand même des territoires qui sont entièrement gérés. D'ailleurs, les députés étaient aussi aborigènes et tout. Mais c'est vrai qu'en parlant autour de nous et en observant, on a bien vu, malheureusement, la plupart des aborigènes qu'on voyait dans les villes étaient des SDF. En tout cas, ceux qui étaient typés aborigènes, parce que bien sûr, il y a des gens métissage qui fait que voilà, on peut être aborigène sans avoir l'air. Mais c'est vrai qu'on a vu ça et maintenant qu'on est en Nouvelle-Zélande, ça on pourra en parler peut-être plus tard, mais en Nouvelle-Zélande, c'est assez différent pour l'instant le rapport avec les Maoris. Donc c'est aussi de deux pays qu'on a tendance un peu à comparer parce que nous, de France, on les voit comme deux pays voisins. Mais pour avoir fait les deux, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est ça qui est assez impressionnant aussi avec ces deux pays. Oui, on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Vous nous parlerez de la Nouvelle-Zélande et puis vous pourrez comparer. Alors, vous avez fait aussi, je crois, vous avez été sur une île qui est peut-être moins connue. Enfin, on connaît le nom, on connaît le diable de Tasmanie. Parlez-nous un peu de cette île. Alors, c'est une île accessible notamment depuis Melbourne en avion. Donc, on a pris un vol qui a duré 1 heure pour arriver dans la ville d'Hobart, qui est, je pense, une des plus grandes villes de Tasmanie, même la capitale de la Tasmanie. Et donc, cette île est réputée pour ressembler un peu justement à l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, où il y a très peu, enfin pas beaucoup d'habitants et où c'est encore très sauvage, où il y a beaucoup d'animaux, notamment effectivement le fameux diable de Tasmanie. Et c'est connu aussi pour des animaux qui ont disparu comme le tigre de Tasmanie, dont on a entendu parler au musée d'Hobart justement. Et c'est aussi connu, c'est une eau très claire, il y a beaucoup de poissons. Ouais. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est un port. Hobart, en tout cas, est un port. Et ce qui nous a frappé en arrivant, parce qu'on avait fait des villes plutôt... les villes australiennes sont plutôt assez modernes, à l'américaine. Et Hobart, c'est une des villes les plus anciennes d'Australie. Et c'est vraiment mignon. Et on aurait dit, tout de suite, on s'est dit, oh, on dirait Granville. Vraiment, il y avait le petit port, les petites vieilles maisons, les bars le long du port. Enfin, ça nous a rappelé chez nous. Et ils sont très connus pour leurs fruits de mer, leurs huîtres et tout. Et ça qui est drôle, c'est que la Tasmanie, ça appartient du coup à l'Australie. Enfin, c'est un peu comme la Corse. C'est une île qui est à part, mais qui appartient quand même. Mais qui est vraiment très différente. Parce que c'est séparé il y a longtemps du reste du continent. Et c'est pas du tout la même météo. Là, oui, la Tasmanie, on avait beau être en été, il faisait pas plus de 15 ou 17 degrés. Donc, c'était un peu comme chez nous. On était moins dépaysés, mais en même temps dépaysés du coup, par les animaux. On a vu aussi des wombats, parce que du coup, il y en a un peu partout en Australie, mais il y en a beaucoup en Tasmanie. Oui, alors parlez-nous des animaux un petit peu, parce que c'est vrai que je crois, ce qu'on sait de l'Australie, c'est qu'il y a des animaux qui sont uniques là-bas et qui sont tous assez étranges et originaux. Alors, le diable de Tasmanie, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est si effrayant que ça? Non, alors déjà, sa taille est comparable, je dirais, à un chien de taille moyenne. Et donc, il a le pelage noir. Et les yeux rouges, c'est les yeux rouges, c'est les yeux rouges. Je crois qu'il a un rire. Là, on a vu un, mais on n'a pas entendu ses cris ou ses bruits. Je crois que ça peut faire peur et c'est justement pour ça qu'il a eu son surnom. C'est que les colons, en arrivant, ils entendaient ça le soir et ils disaient mais c'est quoi ça? C'est vrai qu'au début, ça a dû leur faire bizarre parce que c'est vrai que nous, ça qui nous a le plus impressionné, c'est que la plupart des animaux, et notamment les oiseaux aussi, 90% des oiseaux australiens n'existent qu'en Australie. Et donc, on a vraiment une faune et flore qui est vraiment différente et en même temps qui est très normale pour les locaux. Par exemple, tous les jours, on croisait des perroquets de toutes les couleurs dans la rue, même en ville, des sortes de grands échassés, comme des petits dinosaures partout. Et il y a des énormes lézards, des énormes varans, mais qui traversent la rue. Et nous, on était bien sûr assez étonnés parce que on n'est pas habitués, mais vraiment pour les locaux, c'est comme s'ils voyaient un pigeon. Ah oui, il y a cet énorme oiseau là qui est fait vraiment préhistorique là, le casoar, c'est ça? Casoar.
Alors, on a eu de la chance, on n'en a pas vu. Parce que c'est assez. Enfin, je me rappelle, j'en avais vu un la première fois, c'était assez dangereux. Non, on n'a pas vu d'animaux trop dangereux. On a vu pas mal de kangourous qui se baladent. On peut en voir assez librement. Des koalas aussi dans les arbres. Les kangourous, Voilà. ils sont pas dangereux? Parce qu'on dit qu'ils peuvent boxer, non? C'est une légende? Oui, il ne faut pas trop les approcher parce que si on est trop près d'eux, notamment des petits, ils pourraient avoir un réflexe de défense et effectivement être assez violents. Et on peut voir des fois des kangourous se battre entre eux et ils n'hésitent pas à mettre des fameux coups de poing. Et Ah oui. c'est pour ça qu'on dit qu'ils peuvent un peu boxer, effectivement. Donc c'est mieux de rester assez loin quand même d'eux. Voilà. Mais parce qu'on est quand même sur leur territoire, on est chez eux, donc on va pas trop s'approcher d'eux. Ils vont pas venir vous agresser si vous les embêtez pas, quoi. Ouais. Non, c'est ça. On peut passer assez. Voilà, on peut faire des photos, se balader. Ils sont en liberté, quoi. Ils sont sauvages en liberté. Ce qui est assez émouvant, c'est que justement, les animaux qu'on a l'habitude de voir dans des zoos ou chez nous, ici, on les voit en liberté, on les voit justement chez eux. Et c'est ça qui est émouvant et super beau, c'est de voir ces koalas en haut des arbres, et c'est de voir tous les kangourous dans les champs. Et c'est vraiment le premier jour, moi, ça m'a particulièrement émue, en tout cas. Alors, si je peux me permettre, par contre, tu as été moins émue quand nous avons vu une araignée dans son élément naturel, puisque donc, c'était la chose qui nous faisait peur. Mais il faut savoir qu'en Australie, donc, il y a beaucoup d'araignées, dont certaines qui sont mortelles, mais les plus dangereuses sont en fait les plus petites. Mais donc, on a surtout vu deux grosses, mais elles nous ont, je pense qu'elles nous marqueront à vie. Et voilà, donc heureusement, il n'y en a pas partout. On a surtout vu quand on est remonté vers le nord. On est allé jusqu'à Brisbane, on a été jusqu'à à Byron Bay aussi. Et là, on a tout de suite vu la différence d'atmosphère avec Sydney, Melbourne, qui sont des villes, il fait plus froid, c'est un peu plus le temps de chez nous. Ou alors, on a des belles journées d'été. Et plus on monte, et par exemple, Brisbane, c'est vraiment exotique, où c'est vraiment un changement. Ça que, même dans le même pays, d'ailleurs, il y a du décalage horaire quand on remonte et on a différents... on dit l'Australie, mais en fait... si vous allez à Melbourne ou à Perth ou à Brisbane, ça n'aura rien à voir, que ce soit au niveau des animaux, de la météo et même des gens. Oui, c'est un pays continent. Et oui, alors on n'a pas parlé de l'horaire, mais là on s'appelle, vous il est très tard, il y a 10 heures avec l'Australie, je crois, et puis encore plus 12 heures avec la Nouvelle-Zélande, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, je crois qu'on est, du coup, en Nouvelle-Zélande, on est le plus gros décalage possible avec la France. Et donc vous disiez, oui, il y a des différents même, oui, ils sont pas tous à la même heure dans le pays. L'Australie est tellement vaste qu'il doit y avoir entre la côte ouest, Perth, et la côte est, Sydney et Melbourne, peut-être 3 heures de décalage horaire. Donc c'est ça qui est assez fou et c'est aussi ça qui nous a peut-être marqué, c'est justement cette idée de pays si vaste et si... hors norme, parce que finalement les distances c'était assez impressionnant. Quand on regardait sur la carte, effectivement ça avait l'air près et en fait on avait 6 heures de bus, 7 heures de train, c'était assez hallucinant. Pour revenir sur les animaux, donc vous parliez du wombat, est-ce que vous pouvez, ça c'est peut-être moins connu, vous pouvez décrire un peu? Le wombat, c'est un animal qui tient quand même assez à la mode, hein. Je vois sur Insta, il y a pas mal de vidéos, c'est très mignon. On dirait un peu un mini ours. Et c'est la même famille que le kangourou d'ailleurs, ou que le koala. C'est un marsupial, il a une poche, mais à l'inverse des deux autres, il a une poche tournée vers l'arrière, parce que lui, il passe beaucoup de temps dans des terriers, et il a notamment la particularité d'avoir des fesses très rondes et très dures, parce que quand il est attaqué, il va se mettre dans son terrier, et on peut essayer de lui mordre les fesses, ça résiste, et aussi il est connu parce qu'il fait des crottes carrées. Voilà, c'est le wombat, c'est très mignon. On a eu de la chance, on n'a pas vu. On a dit que malheureusement, on en voyait parfois souvent écrasés sur les bords des routes. Nous, on n'en a vu qu'un, mais elle était bien vivante. C'était une petite orpheline qui était soignée par un hôpital. Oui, c'est ça. Malheureusement aussi, comme partout, les animaux sont touchés. Et on a notamment visité un hôpital aussi pour koalas. Et à Port-Macquarie, qui était très émouvant. Parce que les koalas, vous savez, ont été très touchés par les incendies de 2019. Et aussi par les voitures, on voit, et aussi en Nouvelle-Zélande, c'est aussi le cas, tous les jours, on voit des animaux morts écrasés sur les routes. Donc les voitures, c'est dangereux. Les feux, également les chiens, les chats. D'ailleurs, ça m'a étonné, c'est qu'en Australie, il y a beaucoup d'animaux, mais justement, les animaux que nous, on trouve ordinaires, sont considérés comme des menaces. Donc il y a beaucoup de lois en ce moment pour chasser, pour limiter, voire parfois tuer, malheureusement, les chats, les chiens, les renards, les lapins. Donc c'est ça qui était un peu étonnant.
Mmh. Ça nous faisait un peu réfléchir sur ce qu'on trouve normal ou pas. Mmh. Et les ornithorynques, vous en avez pas vu, ça se voit pas en haut au musée? Alors les ornithorynques, malheureusement, non, c'est très très rare à voir. Ouais. Ce sont des animaux qui sont très timides, mais aussi fascinants. Et on peut les voir au coucher du soleil près des rivières, mais on a plus de chances de les voir malheureusement morts sur la route. Nous, pour notre part, on en a vu empaillés au musée à Hobart. Et en peluche, car nous avons ramené une grosse peluche ornithorynque avec nous. Non, Camille, c'est tout. Alors, passons au sport, parce que c'est quand même, vous nous disiez, Mélanie, que c'était votre grand intérêt aussi. Alors, vous avez découvert, je crois que le sport national, c'est le surf, non? Vous avez pratiqué ça? Il y a plusieurs sports nationaux. Il y a le surf, c'est l'image qu'on a, le surfeur australien. Ça, j'ai pu tester. Moi, quand on était à Byron Bay, c'était un peu un de mes rêves d'aller à Byron Bay. C'est la destination un peu hippie chic, comme on dit, où les stars australiennes habitent et c'est un peu aussi un des lieux mythiques du surf. Donc j'ai fait mon baptême de surf là-bas. Et j'ai beaucoup aimé. Mais oui, il y a d'autres sports. Mélanie en a découvert un autre qu'elle adore maintenant. Alors, un des sports nationaux est le cricket. Donc, je ne connaissais absolument aucune règle de ce sport. Et pendant le Boxing Day, donc le 26 décembre, le cricket commence et dure 4 jours. Donc, l'Australie a affronté l'Inde et au bout de 4 jours, l'Australie a fini par 3 jours, pardon, 3 jours. L'Australie a fini par l'emporter et il me fallait bien 3 jours pour comprendre les règles, donc c'est bien que ça a duré heureusement que ça a duré longtemps. C'est un sport très long. Alors moi je trouve au contraire que c'est fascinant et c'est bien dommage qu'on n'en ait pas en France car vraiment quand on comprend les règles, on comprend l'intérêt du sport et c'est assez sympa finalement à découvrir. Donc vraiment une très très belle découverte. Là, c'était que l'Australie et l'Inde. Et d'ailleurs, une semaine après, ils se sont retrouvés, mais cette fois-ci à Sydney, pour à nouveau s'affronter pendant 3 jours. Mais c'est quand même plus Melbourne qui est la ville du sport. C'était bien pour Mélanie qu'on soit à Melbourne parce que chaque ville australienne a un peu ses spécialités. Et Melbourne, c'est beaucoup le sport. Parce que du coup, il y avait le tournoi de cricket qui avait lieu là-bas. Mais on a également visité 2 endroits un peu mythiques, si Mélanie va en parler. Oui, on a été tout d'abord sur le circuit de Formule 1 du Grand Prix de Melbourne, donc qui a lieu tous les ans et c'est généralement ce Grand Prix qui ouvre la saison de Formule 1 au mois de mars. Donc on a pu y aller, il était ouvert, on a été près des tribunes et sur la grille de départ, donc c'était assez impressionnant d'être à pied là où les voitures passent à 200 km/h d'habitude. Et donc c'était assez impressionnant à voir. Et on a aussi été, juste avant de partir, la veille de notre départ en Nouvelle-Zélande, nous avons été à l'Open d'Australie, donc qui est un des 4 grands chelems organisés chaque année et qui dure 2 semaines. Et celui-ci donc a lieu à Melbourne. Et alors nous avons été pendant la semaine d'ouverture. Donc à ce moment-là, les joueurs et joueuses moins bien classés s'affrontent et pour avoir une place de qualification pour le tournoi principal qui dure 2 semaines. Et certains joueurs, donc les mieux classés, participent à des matchs de charité. Donc on a pu assister à 2 matchs, notamment avec le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Donc c'était vraiment un très bon moment parce que pour eux, c'était un moment aussi, un match d'entraînement qui était important à 2 jours d'ouverture de la compétition. Et on a pu voir du coup... Et on a pu voir Djokovic aussi. Et au détour du stade, nous avons pu voir Novak Djokovic. Au détour de la Rod Laver Arena, nous levons la tête et nous voyons Novak Djokovic en pleine interview. Donc ça, c'était assez surprenant aussi. Et visiblement, il racontait pas des gentillesses sur les Australiens, parce qu'il a dit qu'il s'était fait empoisonner la dernière fois qu'il était venu, donc je sais pas. Oui, le tournoi était compliqué pour lui, il s'est fait huer, il a dû abandonner sur blessure et avec le public australien, ça a été assez compliqué pour lui. Mais c'était drôle parce que par exemple, moi, j'avoue que moi, je n'avais pas grande passion pour le tennis. J'ai accompagné Mélanie pour voir l'ambiance et voilà, c'était intéressant, c'était un peu comme un grand festival, voilà. Mais j'ai bien aimé et aussi ça m'a permis de comparer un peu avec Roland Garros. Parce
Parce que moi, je suis jamais allée en personne, mais j'ai déjà vu des vidéos de Roland Garros et je voyais le tennis comme un sport assez guindé. Voilà, on voit toujours les gens très brunes, très silencieux, très chic. Et j'avais l'impression, après, bien sûr, c'était la semaine d'ouverture, c'était pas officiel. Mais en Australie, en tout cas, et ça, je pense que c'est un peu dans toute l'Australie aussi, les gens sont beaucoup plus cool. Enfin, il y a vraiment, c'est la vie à l'Australie. D'ailleurs, les Australiens, ils sont connus pour être en tongs ou pieds nus. On a vu des gens pieds nus absolument partout. Et je pense que ça reflète bien les Australiens. À côté, c'est des grands bosseurs. Ça, on a bien vu. Ils travaillent énormément, ils sont durs à la tâche. Voilà, on peut dire qu'ils ont, construit, enfin, pas un pays, il existait déjà. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont établi dans des environnements assez compliqués. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai croisé des amis du Pays de Galles. Et mon ami gallois me disait qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les Australiens et les Gallois dans justement un peu cette volonté de se battre pour survivre et aussi cette volonté d'exister face à l'Angleterre. Parce que du coup, un Australien ne se considère pas du tout comme un Anglais. Oui, alors ils font partie du Commonwealth, c'est ça, mais ils essayent de prendre de plus en plus leur distance, hein, je crois, avec la couronne d'Angleterre. Je sais pas trop. Donc, je pense qu'ils s'en fichent un peu. Ils veulent juste pas être. Ce qui leur fait très peur, si on part en politique, c'est d'être engloutis par la Chine. Ils sont à côté de la Chine et il y a aussi beaucoup de migration chinoise et la Chine qui achète beaucoup, je crois, de mines, de petites îles. Donc eux, c'est plus. Je pense qu'ils sont quand même contents d'avoir des liens avec l'Europe et voilà. Mais je pense que l'Australie comme la Nouvelle-Zélande, ils ont aussi ce côté peut-être très insulaire, d'être surtout concentrés sur leur communauté. Et en fait, comme ils sont un peu loin de tout le monde, je pense que ça les intéresse un peu moins. Enfin, mais en même temps, vous disiez tout à l'heure, oui, au début, qu'il y avait aussi des gens d'origine de toute l'Europe, hein, donc d'origine d'Irlande ou d'Europe de l'Est. Hein, donc en fait, c'est ça qui les relie aussi, peut-être leurs origines. Ah oui, d'ailleurs, souvent, les gens nous demandaient d'où on venait. Et quand on disait qu'on est de la Normandie, très souvent, d'ailleurs, on est assez fiers, ils savent de quoi on parle. Si on dit Mont-Saint-Michel, ils font « Ah oui, yes, yes !» Et je pense que c'est aussi peut-être notamment à leur histoire, même si je crois que les Australiens ont surtout combattu pour la Première Guerre mondiale. Mais il y a quand même cet attachement aussi encore au vieux continent, comme on dit. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on est beaucoup de Français et d'Européens à venir faire une année comme ça, ou plusieurs mois de voyage. Mais beaucoup d'Australiens, eux, font la même chose, mais en Europe. Une fois le lycée ou l'université fini, ils viennent chez nous. Donc, c'est drôle, il y a encore ce lien. D'ailleurs, ma tante australienne a fait exactement comme nous, mais en France, quand elle avait notre âge. Oui, donc c'est bien. Écoutez, c'est formidable parce que là, la boucle est bouclée. Donc, on est revenu, revenu sur les liens entre notre territoire et ce territoire lointain à l'autre bout du monde. Et alors, avant de se quitter, juste, vous pouvez nous indiquer comment ceux qui voudraient vous suivre, comment ils pourraient vous suivre? Alors, on a créé une page Instagram consacrée à notre voyage. Ça, on aime bien, c'est aussi pour nous, pour avoir un petit journal intime et puis pour donner des nouvelles à notre communauté. Et donc, on a une page Instagram qui s'appelle le Camel Van, enfin Camel Van. C'était déjà le nom de notre colocation en prépa. Et donc, on a rajouté le van parce qu'on est actuellement dans un van. Et voilà, Camille, Mélanie, Kamel. Et donc voilà, donc si vous voulez nous suivre sur Insta, n'hésitez pas. On poste des vlogs avec des petites musiques, des vidéos rigolotes et également des posts un peu plus détaillés où on vient raconter, expliquer aussi les anecdotes et les chocs culturels qui ont pu nous étonner. Donc là, on vient juste de finir notre compte-rendu de l'Australie et on va bientôt attaquer la Nouvelle-Zélande. Très bien, alors oui, donc on pourra vous suivre après et on se refera une rencontre de Sophie dans un mois, comme ça vous aurez plein d'autres aventures. Et d'après ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très différent. Hein, donc... Ah oui, les comparaisons sont nombreuses et très intéressantes, donc on pourra vous raconter plein d'anecdotes et d'histoires à ce sujet. Voilà. Même si, on notait que la Nouvelle-Zélande, je pense, étonnera moins les Français, et peut-être un peu les Normands, parce qu'on n'est pas habitué à avoir beaucoup de montagnes, mais c'est quand même c'est très différent de l'Australie. Bien, je vous remercie beaucoup. Et puis avant de se quitter aussi, encore une dernière question. Un choix musical. Alors, est-ce que vous avez une chanson, une musique australienne? Ça serait sympa pour nous quitter. Down Under.
va pas être original, mais... Un truc plus moderne? Bah si, on peut vous parler. Alors, une des choses qui a fait qu'on avait envie d'aller aussi en Australie depuis longtemps, c'est qu'on est fan avec Mélanie. C'est une des choses qui a fait qu'on est devenus amis. On est fan d'un groupe australien que peut-être certains auditeurs connaîtront, les 5 Seconds of Summer. 5 sauces, appelées dans le milieu. Et donc, c'est un groupe qui est originaire de Sydney et maintenant, ils ont plus de 10 ans de carrière à leur actif. Donc, voilà, ils sont assez rock et on les a beaucoup écoutés pendant le voyage. Ça nous a beaucoup ému de se dire qu'on était dans le pays où ils avaient composé la plupart de en tout cas, leurs premières chansons. Des infos? Attends, je sais. Oui. Du coup, si on doit en conseiller une chanson, je dirais Red Desert. Parce que elle symbolise un peu le pays, justement, ce grand désert rouge et qu'on a eu nous-mêmes aussi un peu l'occasion de voir dans le train. Et ça, c'est beau quand on se réveille le matin et qu'on voit des paysages tout désertiques mais en même temps rougeoyants. Donc c'est assez vivant et beau. Et donc voilà, je trouve que cette chanson décrit bien l'Australie. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour ces belles aventures, Camille et Mélanie, et bon voyage en Nouvelle-Zélande. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.